Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire Hibou, webinaire autour des cas d'usage. Donc, pour resituer un petit peu, on a eu la partie 1 il y a à peine un mois, il y a 3 bonnes semaines. Et c'est donc la partie 2 aujourd'hui pour laquelle nous sommes ravis de vous retrouver, bien évidemment. Et puis, nous sommes surtout ravis d'accueillir ce matin. Donc, nous avons avec nous deux intervenants. Madame Karine Bezy, donc Madame Karine Bezy, qui est la directrice du réseau Brémat. En quelques mots, le réseau Brémat est une entreprise qui structure son activité avec 3 métiers principaux dédiés aux travaux publics: la location sans opérateur, réparation et vente de matériel; la location avec opérateur de matériel; et l'exploitation, la pose mécanisée, les travaux de génie civil, le raccordement électrique, la pose de coffret, de chantier, etc., etc. Donc, bonjour Karine. Et nous avons aussi Denis, à qui on donnera la parole dans la deuxième partie de ce webinaire. Denis Marquet, donc de la société Ekiom. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ekiom Granula, vous ne devez pas être très nombreux, mais Ekiom, c'est une filiale du groupe irlandais CRH, donc qui est leader mondial des matériaux de construction, fournisseur de ciment, de béton, de granulat. Et donc, Ekiom se veut être un acteur engagé qui accompagne la construction durable par ses choix industriels, ses solutions produits et l'implication de ses collaborateurs. Donc, vraiment, merci beaucoup à Karine et Denis d'être là aujourd'hui. C'est la deuxième partie de ce webinaire. Pour ceux qui étaient là, je crois que c'était le 13 juin, on avait vu 3 premiers cas d'usage. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie, donc les 3 suivants. Vous pouvez retrouver la première partie en replay sur notre blog ou par email. N'hésitez pas à nous le demander par email. Avant de commencer, petit rappel des règles. Le webinaire va donc durer 45 minutes. On va essayer d'être à l'heure, comme la dernière fois. Nous vous invitons évidemment à poser vos questions dans le chat. Donc, en bas à droite de votre écran, vous pouvez accéder au chat. Et lorsqu'il y a des questions qui vous intéressent plus particulièrement, vous pouvez leur donner de l'importance en votant pour elles pendant le webinaire afin que nous y répondions en priorité. Et évidemment, ces questions, nous y reviendrons en fin de session. Il y a tout un moment dédié à ces questions. Et avant de passer au sommaire, nous vous proposons aussi de répondre à un petit sondage. Donc, c'est pareil, c'est en bas à droite que ça se passe. Vous pouvez y répondre. Ce petit sondage concerne votre utilisation ou pas des données de vos matériels. Nous vous laissons y répondre dès maintenant. Donc, le sondage: utilisez-vous les données émises par vos matériels? Voilà, tout le monde peut y répondre. C'est pour nous donner un peu une idée de l'audience et pour savoir un petit peu comment orienter les prochains webinaires. Le sommaire d'aujourd'hui, donc évidemment, beaucoup de gens, pour ceux qui ont assisté au webinaire de la dernière fois, vous allez retrouver certaines choses. L'idée, c'est qu'on reprend cette partie sur la définition des données matérielles. On va réexpliquer comment y accéder. Et en revanche, la partie enjeux et cas concrets sont des parties complètement nouvelles. Certains d'entre vous n'ont pas assisté à la première partie. C'est pour ça qu'on va reprendre un petit peu ces bases. Donc, qu'est-ce que les données matérielles? Qu'est-ce que sont les données issues de vos matériels? Nous avons une façon d'introduire la chose en disant que quand vous achetez une pelle, quand vous achetez un tombereau, quand vous achetez un camion, quand vous achetez une voiture, en fait, on vous fournit 2 clés. Une clé, évidemment, pour démarrer le véhicule, ça tout le monde l'a bien compris, et une clé API. Donc, API, Application Programming Interface, c'est un gros mot, excusez-moi, pour dire que 2 logiciels, 2 systèmes informatiques peuvent se parler entre eux. Donc, on a vraiment cette notion d'une clé API. C'est une chose qui vient en plus de la clé habituelle, qui vous permet d'accéder aux données émises et fabriquées par vos matériels. On n'installe rien de plus. Il y a vraiment vos équipements qui émettent des données sur leur usage et exploitation. Le principe va être évidemment d'utiliser ces données de manière agrégée afin de suivre des indicateurs clés pour améliorer la productivité et l'impact énergétique des flottes de matériel.
Donc, quand on parle de données, là, on voit, on a une belle pelle sur chenille. Concrètement, à quoi ça correspond? On a des données de différents types. On a des données de géolocalisation, évidemment, hein, savoir où se situe le matériel. Et peut-être, quand on parle de location, et donc je pense à Karine, où est-ce qu'on doit le livrer et surtout où est-ce qu'on doit aller enlever le matériel. On gagne déjà un temps précieux en sachant où il est. On a évidemment les heures de fonctionnement qu'on met en regard des heures de ralenti. Et ça, pour ceux qui ont suivi les webinaires précédents, vous savez que c'est une métrique qui nous est chère, c'est une métrique qui est chère au marché de la construction, au marché aussi évidemment de tous ceux qui utilisent des engins. Ce taux de ralenti, qui est souvent très élevé, est une métrique très importante et un axe d'amélioration assez fort. Et on a des données liées à la consommation, liées à l'empreinte carbone et surtout liées aux anomalies issues du moteur. Et on va voir aujourd'hui, c'est un des cas d'usage que nous abordons, que ces anomalies peuvent être très précieuses dans l'utilisation qui est faite des données issues de vos matériels. Donc, une fois qu'on a dit que vos machines, que vos engins, que vos camions produisent des données, ça paraît assez simple et pourtant, il y a quand même quelques défis à relever. D'une part, la multiplicité des sources. Quand on parle d'acteurs de la construction, mais on pourrait parler aussi d'acteurs dans la gestion des déchets, on pourrait parler d'acteurs dans le nucléaire, d'acteurs dans le transport. Ce qu'on observe, c'est qu'en moyenne, il y a plus de 8 sources de données différentes qui sont détenues. Et puis, donc, on imagine bien, quand on parle de groupe du CAC 40, on n'est pas à 8, on est à 30, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette multiplicité des sources rend difficile l'accès à ces données. J'ai des camions MAN, j'ai des Caterpillar et j'ai des grues chez Wacker-Neuson, par exemple. Je vais devoir me connecter sur 3 plateformes, je vais perdre du temps, le format n'est pas le même, et donc c'est un défi d'accéder à ces données. Un deuxième défi, c'est l'utilisation des normes, les normes qui sont en vigueur dans ce domaine-là. Donc, dans le monde de la construction, on a une norme qui s'appelle l'AEMP. Dans le monde du camion, on a une autre norme qui s'appelle le FMS. Voilà, il y a les constructeurs se sont entendus pour normaliser les échanges de données. Et pourtant, malgré l'existence de ces normes, ça reste compliqué. Par exemple, l'AEMP, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une vingtaine de points de données qui n'existent pas tous en snapshot et pas tous en time series, sinon ce serait trop simple. Et puis évidemment, suivant les constructeurs, il n'y en a pas 20 mais 40. Donc, il y en a certains qui ne sont pas normés. Ils ne sont pas tous chez tous les constructeurs. Donc, c'est compliqué. Ça rend délicat l'accès à ces données. Et puis, quand tout est bien normé, quand un point de données est présent chez tous les constructeurs, par exemple le taux de ralenti, le taux de ralenti ne s'entend pas pareil pour tous les fabricants de machines. Qu'est-ce qu'un taux de ralenti? Caterpillar, Liebherr, Kobelco, Komatsu, etc. Tous les constructeurs ont une vision différente de ces données-là et il devient donc délicat de les comprendre, de les harmoniser, de les utiliser. C'est pour ça qu'il existe des solutions qui permettent, en votre nom, donc pour les exploitants ou les loueurs de machines et d'engins, d'aller collecter les données, de les centraliser, de les harmoniser et enfin de laisser vos salariés y accéder pour faire des analyses et optimiser l'utilisation de vos flottes. Et c'est évidemment, pour ceux qui nous connaissent, ce que nous faisons chez Hibou, donc cette plateforme de centralisation et d'harmonisation des données matérielles. Donc, on va passer maintenant à la partie qui est centrale dans notre webinaire du jour, l'enjeu autour de l'exploitation de ces données. Donc, on avait dans la partie 1, et encore une fois, je vous invite à aller voir le replay pour ceux qui n'ont pas assisté à ce webinaire, on avait vu les 3 premiers cas d'usage, donc réduire le coût de possession totale, mesurer l'impact carbone et maîtriser l'utilisation et l'exploitation des matériels. On va aujourd'hui passer un petit peu de temps sur les 3 suivants, qui sont améliorer la disponibilité et le dispatch, donc assurer la disponibilité des matériels, optimiser la maintenance et gagner du temps et de la précision dans la maintenance, et enfin augmenter la sécurité autour des matériels. Donc tout ça, évidemment, grâce aux données émises par vos flottes d'engins.
Donc, assurer la disponibilité des machines, évidemment, dit comme ça, ça paraît magique, et pourtant, ça ne l'est pas. L'idée, elle est vraiment de, grâce aux données que nous avons identifiées comme étant clés, hein, que ce soit les horamètres, les codes erreurs, les taux d'utilisation, la production par rapport au ralenti et les données GPS, de répondre à des questions aussi simples soient-elles que quel équipement est trop utilisé, quel équipement n'est pas assez utilisé, est-ce que j'ai un équipement de tel type disponible dans telle zone, est-ce que je me suis fixé des objectifs d'usage, etc. Est-ce que je les atteins? Avec comme bénéfice immédiat d'augmenter la productivité des engins. Hein, et on a vu qu'augmenter la productivité des engins, c'est diminuer le coût de possession, donc ça fait économiser de l'argent. Garantir la bonne allocation des matériels, donc le bon matériel alloué au bon chantier, ça permet une bonne exécution de vos travaux, évidemment. Et puis, analyser les besoins de matériel par site. Moi, je pense souvent à un exemple qu'on me donne, c'est le chef de chantier qui a une panne sur un de ses engins. Tout le monde sait qu'un retard sur un chantier coûte très cher à tout le monde. Et donc, il a deux choix. Soit il saute sur son téléphone et puis il appelle, par exemple, les équipes de Brémat pour louer un matériel palliatif. Ou alors, avant de faire ça, et pourtant on est sûr que Brémat aurait le bon matériel au bon moment, il va pouvoir regarder sur l'application Hibou pour savoir si sur son chantier ou si sur un chantier voisin de la même société, il n'y a pas la même catégorie de matériel qui serait sous-utilisée et qui pourrait être mise à sa disposition pour continuer le chantier dans de bonnes conditions. L'optimisation de la maintenance, ça c'est un cas très fréquent avec les données des matériels. L'objectif, c'est d'être alerté en amont sur une anomalie qui est détectée par le moteur. Donc, vous le savez tous, hein, aujourd'hui, les moteurs de vos engins sont bardés de capteurs. Ces capteurs permettent de détecter des anomalies, des codes erreurs. Et donc, quand on collecte ces codes erreurs, on peut identifier les matériels qui ont des erreurs critiques, qui ont des problèmes critiques, et on peut aller intervenir dessus. Par exemple, là, on voit qu'il y a une pelle Komatsu, visiblement, qui a des erreurs graves. Alors, les mécaniciens d'entre vous qui connaissent ces codes erreurs sauront peut-être plus que moi apprécier l'urgence ou pas. Ce qu'on sait, c'est que les constructeurs recommandent que quand un code erreur est détecté comme grave, il faut intervenir immédiatement sur la machine. Et puis toujours pareil, quand on va prévenir une panne comme ça en intervenant directement sur la machine, on peut aussi avoir un gain de temps certain en se disant je vais regarder combien d'heures elle a au compteur cumulé, cette machine, et peut-être anticiper une maintenance qui aurait dû être faite de toute façon dans les jours ou dans les semaines à venir, et puis partir avec sa valise de maintenance pour gagner du temps et anticiper tout ça. On a, en parlant de ces données, et on va ajouter un petit travail aux techniciens de maintenance. On est bien désolé pour eux, mais finalement, c'est pour les aider in fine. Il y avait des techniciens qui s'occupaient du moteur, qui s'occupaient des sous-systèmes hydrauliques, par exemple, des sous-systèmes de climatisation, etc. C'est vrai que le signal, l'acquisition de données rajoute un sous-système, ce qu'on appelle, nous, le signal, ce qu'on peut appeler la télématique. Mais vous avez des données liées à cette télématique qui nous permettent de détecter les télématiques qui sont éventuellement non fonctionnelles et ce qui vont aider les techniciens d'aller réparer les boîtiers et les connexions de télématique pour avoir toujours dans votre acquisition de données quelque chose d'optimal. Et puis enfin, et ça va être le dernier cas qu'on aborde aujourd'hui, c'est la sécurité. Donc toujours à partir de ces données, voir la sécurité au sens large. Donc d'une part la sécurité contre le vol ou contre les dégradations. Hein. On a tous vécu, ou on a tous vu dernièrement sur LinkedIn des exemples de chantiers avec des machines qui partent en feu. Donc, ce n'est pas la donnée qui va empêcher évidemment les actes de délinquance. En revanche, la donnée permet de se rendre compte à distance éventuellement d'une télématique qui n'émet plus ou d'une télématique qui émet dans un endroit où elle ne devrait pas émettre. La sécurité des ouvriers, donc il y a la sécurité des ouvriers, c'est-à-dire éviter qu'ils sortent ou être alertés s'ils sortent du chantier, mais aussi la sécurité des ouvriers parce qu'on peut installer des capteurs sur vos machines, sur vos camions, des capteurs qui modélisent
tout l'environnement de travail de la machine et qui permettent d'éviter les collisions, que ce soit avec une autre machine ou avec un autre ouvrier. Donc, toutes ces données aident à la sécurité. Et puis enfin, la sécurité vis-à-vis des partenaires. Donc, on peut penser à vos donneurs d'ordre. On peut aussi penser, par exemple, à vos assureurs, connaître un petit peu comment fonctionnent les machines. Et ben, ça sécurise un dialogue, pourquoi pas avec ces assureurs, et ça aide à avoir une relation commerciale donc avec vos partenaires. Et comme vous l'avez vu, alors c'est un petit cas qu'on vous a mis en exemple, parce qu'il nous est souvent demandé, c'est avoir des alertes de géofencing. Moi, il n'est pas rare qu'on me demande, Monsieur Montoile, je souhaite être alerté pour savoir quand ma mini-pelle quitte sa zone de chantier ou si elle fonctionne en dehors des heures normales. Et on s'entend bien que bosser dans le jardin d'un particulier un samedi après-midi n'est pas une utilisation normale de la machine. Voilà pour ces 3 cas d'usage. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez qu'on les développe, qu'on les travaille avec vous. Hein, souvent, il faut les décliner au sein de vos sociétés. Et puis, donc, avant ça, je vous propose de passer à la partie retour d'expérience. Donc, on va commencer avec vous, Denis. Donc, merci d'être là, Denis. Peut-être vous pouvez dire 2-3 mots sur vous-même et puis après, passer à votre présentation. Oui, bon, en fait, bonjour à tous. Donc, je suis au sein de la direction industrielle d'Echium Granula. Donc, dans la branche Granula, en fait, c'est principalement de l'exploitation de carrières de matériaux de roche massive, et puis également de sablières ou de gravières extraction sous eau. Et donc, au sein de cette direction industrielle, je m'occupe plus précisément de tout ce qui est projet d'investissement, également performance. Et donc, c'est par le biais de la performance que je suis utilisateur et même initiateur du projet Hibou au sein de mon entreprise. Super, merci beaucoup. Voilà. Alors, oui, bien sûr. On a répété avant. Alors nous, ce qui nous a intéressé vraiment dans la solution Hibou, c'est l'uniformité des données. En fait, on a 4 principales marques d'engins. Et avant, on avait forcément des accès à 4 plateformes de télémétrie qui étaient toutes différentes, donc avec 4 logins, 4 mots de passe, des tableaux, une ergonomie des sites internet qui était totalement différente, ce qui fait que finalement c'était très rébarbatif. On y allait vraiment au coup par coup, un petit peu trop tard quand l'accident était déjà survenu et que on ramassait un petit peu les pots cassés. Et donc en fait, ce qui était intéressant nous pour Hibou, c'est que en fait sur une seule plateforme web, on a accès à l'ensemble de nos engins. Donc, on a quasiment 80 engins de 4 marques différentes qui sont donc regroupés sur une même plateforme. Et puis donc, on a accès vraiment par la carte qu'on voit à l'écran. Après, on clique sur le point, on a accès vraiment à chaque profil de chaque machine, que ce soit une chargeuse, Caterpillar, une pelle Komatsu, un dumper Volvo, etc. Donc pour nous, en tout cas, cette centralisation fait qu'on a des routines de connexion vraiment très régulières qui permet justement de ne plus être en pompier et vraiment de pouvoir piloter et contrôler ce qu'on dit. Voilà. Donc nous, après, on a une structure de service support qui est très, très allégée, hein, bien qu'on soit dans un... Non, on aurait pu laisser... Oui, donc ça, c'est la carte. Voilà. Donc nous, on est principalement dans le centre, dans le tiers nord-est de la France. Hein. Donc voilà, donc on est les traits bleus, c'est les agences. Et donc après, chaque utilisateur peut avoir... des droits d'accès géographiques ou par type de site ou de carrière. Donc tout est paramétrable. Voilà, donc ça de ce côté-là, cette fonctionnalité est aussi très utile pour nous. On peut passer à la diapositive suivante. Oui, donc comme je disais, bien qu'on soit au sein d'un grand groupe, la structure d'Echium Granula est vraiment très très allégée. Donc nous, en fait, on s'est vraiment concentré sur un indicateur principal qui est en fait les heures de non productives des engins, donc autrement dit les heures de ralenti. Donc heures de ralenti, c'est assez simple en fait, c'est le moteur tourne, donc nous en fait on a des contrats d'entretien avec les constructeurs, ce qui fait qu'on est facturé à l'heure pour tout ce qui est entretien, réparation, maintenance, ce qu'on appelle des contrats full service. Et puis au-delà de ça, même quand l'engin tourne mais ne produit pas, en fait il consomme du carburant. Donc en fait, pour nous, c'est vraiment ce qui pilote notre utilisation quotidienne ou hebdomadaire de Hibou, c'est de réduire ces heures de ralenti. Et donc à partir de là, nous, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est un suivi régulier.
et en fait, on met à la disposition des opérationnels les mesures. Après, charge à eux, en fait, après, c'est de la responsabilisation. Hein, voilà, c'est à eux de prendre en main un petit peu le sujet. Et donc, c'est eux-mêmes qui sont en toute autonomie. En fait, c'est pas du top-down, hein, c'est vraiment eux qui vont mettre en place leur plan d'action. C'est le chef de site qui va faire du management avec ses conducteurs d'engins. Et grâce à ça, et grâce à Hibou, en fait, il a des données claires, objectives, visuelles, enfin, voilà, qui sont vraiment très compréhensibles. Et donc, c'est un petit peu le résultat qu'on voit au milieu, c'est qu'en fait, on va dire à la fin de l'année 2022, on a vraiment réussi à intégrer toutes nos machines. Et donc, enfin, là, voilà, donc, en fait, on a démarré à un taux de ralenti tout confondu, hein, que ce soit pelle, chargeuse, dumper. On était à 31% de ralenti, donc on va dire c'est quand même 1 heure sur 3 coûte de l'argent, mais le produit ne sert à rien. Et donc là, voilà, on est avril 2023, même en mai, juin, là, on est quasiment pareil, entre 21-22%, donc c'est plutôt stabilisé. Et après, on essaie de contrebalancer ça un petit peu avec les tonnes quand même produites et puis également la consommation pour voir quand même si c'est pas des fausses heures de nos ralentis. Donc il y a quand même un petit peu, il y a quand même des contre-mesures à suivre en parallèle. Hein. L'heure de ralenti, ça peut à elle seule peut être, c'est peut-être pas la meilleure des mesures. Et voilà. Et donc au-delà de ça, donc les économies qui ont été chiffrées, voilà, c'est 27 minutes par jour et par machine. Et puis également du CO2 économisé, forcément, parce qu'on ne brûle plus de carburant. Donc, voilà un petit peu nous, en tout cas, comment est-ce qu'on utilise vraiment au quotidien Hibou, sachant que derrière tout ça, il y a plein d'autres indicateurs, il y a plein d'autres données qui peuvent être exploitées. Malheureusement, voilà, il y a que 24 heures dans une journée, donc voilà ce qu'on fait sérieusement et qui fonctionne en tout cas chez nous. Et alors, Denis, je me permets de poser une question qui brûle les lèvres de nos auditeurs ou de nos téléspectateurs, je ne sais pas comment on les appelle, sans éventuellement révéler de chiffres que vous n'avez pas le droit de révéler, hein, mais est-ce que vous avez pris la peine d'estimer en interne, est-ce que vous savez transformer ces gains, que ce soit de CO2 ou de temps machine utilisé, en euros? Est-ce que vous avez une idée du coût d'une heure de ralenti un peu moyenne, le coût moyen d'une heure de ralenti sur votre typologie de machine? Oui, ça va être des ordres de grandeur. Hein. Voilà, on va dire. C'est sûr qu'entre une pelle de 40 tonnes et puis une chargeuse avec un godet de 4 mètres cubes, le full service, c'est pas le même. Hein, mais voilà, on va dire, on va prendre 10. Et puis ça dépend de l'âge de la machine. Hein, est-ce qu'elle a 12 000 heures ou est-ce qu'elle a 5 000 heures? Bon, c'est pas le même tarif non plus. Bon, peu importe. On va dire l'ordre de grandeur d'une heure de full service, c'est un petit peu moins de 10 euros. Voilà. Et puis après, au niveau de la consommation, ça consomme 15 litres, 20 litres. Donc voilà, 20 litres de carburant sur une heure, plus un petit peu moins de 10 euros sur une heure, voilà, on est à 30 euros. Enfin, voilà, voilà. Une petite machine, c'est peut-être moins de 20 euros, puis une grosse pelle, ça va être dans les 50 euros. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça l'ordre d'idée. Donc, chaque heure où en fait le gars va couper le contact, au lieu de ne pas couper le contact, voilà, c'est aussi bête que ça, hein, et on économise toutes les heures quelques dizaines d'euros. Voilà. Donc, sur une année, c'est. Pour nous, en tout cas, sur 80 engins, c'est assez efficace. Super. J'ai peut-être juste une petite question encore avant de laisser la parole à Karine et pour animer cette discussion. Vous avez parlé de mettre à disposition de vos chauffeurs, de vos collaborateurs, ces données. Est-ce qu'il y a eu une espèce de plan d'action, de plan de formation que vous avez mis en place, ou alors rien que le fait de leur donner accès aux données permet cette diminution des heures non productives? Alors, il n'y a pas eu de plan d'action national, on va dire. Par contre, il y a eu une formation nationale. Donc, je veux dire, voilà. Donc, j'ai fait plusieurs sessions. C'est compliqué. Pour les chefs de site ou même les responsables de production, c'est très compliqué de les avoir. C'est des gens très très pris et qui sont en multi-sites, qui sont souvent dans la voiture. Donc voilà. Donc, il y a eu plusieurs sessions de formation. Donc, ça demande un petit peu. Au lancement, ça demande beaucoup d'implication, je dirais. Mais la formation en elle-même, Hibou, c'est très très intuitif. Voilà, on clique, voilà, peu importe.
Donc, ouais, il y a eu plusieurs séances de formation qui n'étaient pas très très longues, on va dire une demi-heure, hein. Il y a eu, bon, après, il y a des gens intéressés, pas intéressés, il y a des questions, il n'y a pas des questions. Après, forcément, il faut créer des accès à chacun des intervenants, donc à différents, comme je disais, à différents niveaux géographiques. Un chef de site, il aura son site ou ses sites, hein, s'il a plusieurs sites, selon la taille. Un responsable de production, bah, il aura toute son agence, il aura un accès. Et puis après, des gens, des services support, ils ont accès au périmètre national. À partir de là, chacun fait sa petite tambouille, hein. Tout le monde est différent. On a des responsables de production, ils vont faire des impressions écran de hibou, l'imprimer ou l'envoyer par SMS. Il y en a qui vont, enfin voilà, il y en a qui impriment, il y en a qui n'impriment pas. Il y en a qui me demandent des choses, donc je leur fais des tableaux. Voilà, c'est vraiment du sur-mesure. L'idée, c'est quoi? C'est que les gens se l'approprient et l'utilisent. Que d'imposer quelque chose, on sait très bien que ça ne dure pas dans le temps. Donc enfin voilà comment nous on fait en tout cas. Je comprends bien. Mais écoutez, merci beaucoup. On a déjà plein de questions qui sont arrivées, mais on va peut-être les garder pour après. Je vous propose qu'on passe la parole à Karine. Donc, Karine, pareil, si vous pouvez nous dire quelques mots sur vous et puis après nous parler un petit peu de l'usage de vos données au sein de Brémat. Bonjour à tous, donc Karine, je suis directrice générale au sein du réseau Brémat. Brémat, c'est donc un groupe familial indépendant qui est composé d'une quinzaine de sociétés. On est, comme disait Adrien, dans le domaine de la location de matériel avec chauffeur principalement. On fait aussi de la pose de fibre optique, du PEHD, enfin de l'EDF, donc c'est assez varié. On a une quarantaine d'années. Notre spécificité, c'est qu'au niveau de nos différentes filiales, on est en coactionnariat, on est sur une base 50-50 avec nos associés. Donc, il y a vraiment une grande autonomie au niveau de nos filiales et on est géographiquement implanté dans le nord de la France, dans l'Est, avec Rabotage Location notamment, Nord-Fraisage. Et on est aussi sur l'ouest de la France, sur Paris, Pays de la Loire et on va jusqu'à Toulouse. Ok. Donc, nous, au départ, oui. Allez-y, allez-y. Ouais. Notre clientèle, elle est composée de grandes sociétés routières nationales et régionales. Et c'est ça qui a initié notre réflexion et notre recherche et le fait qu'on soit avec Hibou depuis fin d'année 2022. C'est qu'on est à la recherche de mesurer notre empreinte carbone, de pouvoir apporter une réponse à nos clients demain qui vont avoir des exigences dans le cadre de leurs propres engagements RSE, dans le cadre des contrats cadres, parce que nous, on fonctionne beaucoup en contrat cadre à l'année. Et donc, c'était vraiment ça notre point de départ, c'est mesurer l'impact carbone. Donc, sur l'ensemble de nos engins, les poids lourds. Et donc, on avait, comme disait Denis, on a un certain nombre de plateformes. C'est pas évident d'arriver à accumuler les informations. Donc, on n'a pas le temps au quotidien d'aller sur 5, 6, 7 plateformes parce que, comme on disait, on a plein de métiers différents. Donc, on avait besoin d'avoir des éléments globaux et en même temps que chacun puisse aller voir au niveau de sa propre société. Et quand on a découvert effectivement la plateforme Hibou, on a trouvé quelque chose qui était extrêmement intuitif et du coup qui nous a donné envie d'y aller. Et on a vraiment pensé que nos exploitants à différents niveaux, que ce soit les encadrants ou les gens de gestion du planning, allaient pouvoir adhérer à cette plateforme. On peut passer à la suivante. D'accord. Donc, du coup, effectivement, c'est comme disait Denis, nous, vraiment, le gros point positif, c'est la centralisation des données sur une seule plateforme. Donc, on a plein d'environnements de travail, on a un environnement par société. On a fait le choix pour que nos encadrants s'intéressent vraiment à la solution de leur laisser libre accès pour l'instant à l'ensemble des plateformes. Donc, ça leur permet d'échanger entre eux, de comparer au niveau des utilisations de machines, d'avoir aussi une visu de là où sont les collègues, ce qui peut être intéressant quand on a des zones de travail qui sont assez proches. Donc là, vous voyez les différentes machines qui sont positionnées sur le territoire. Et donc aujourd'hui, ça a vraiment on y voit. Alors, on ne mesure pas à ce jour les économies de CO2 parce que nous, l'hiver, on était en période d'entretien des machines, donc on n'avait pas énormément de données. C'est maintenant qu'on travaille à fond. Mais au quotidien, ça nous aide concrètement dans l'exploitation puisque cette vie planning avec quelque chose d'hyper ergonomique nous permet d'améliorer notre gestion de chantier. On est dans l'urgence. Des fois, l'urgence, elle est relative, des fois, elle est importante.
Et cet accès au planning nous permet des fois de faire des meilleures affectations de machines, d'éviter des allers-retours. Donc, nous, on considère que le carburant qu'on a évité parce qu'on n'a pas fait 2 fois 2 heures de route, c'est de l'économie et c'est aussi du CO2 évité. Donc, c'est ça au quotidien qui nous aide vraiment. Et puis, on est en train de monter en compétence sur toutes ces données-là, d'apprendre à les utiliser parce qu'on n'allait pas forcément sur toutes les plateformes jusqu'à présent. On allait voir les codes erreurs machines pour certaines machines, mais on n'allait pas sur l'ensemble des plateformes. On suit les consommations des machines par marque, par typologie de machine à l'intérieur de chaque marque. Et ça nous permet, pour chaque entité, d'accompagner les chauffeurs au cas par cas. Nous, comme on est locatier, on est dépendant de la situation du chantier, est-ce qu'il y a beaucoup de camions, pas beaucoup de camions, on ne maîtrise pas tous les paramètres. Par contre, on va suivre les chauffeurs au fur et à mesure de leur chantier et leur responsable d'exploitation va les accompagner pour gagner en efficacité sur l'utilisation de la machine. Donc, ça répond aux besoins et aux attentes qu'on avait par rapport à ça. Et puis, plus globalement, comme on est en multimarque, on a des raboteuses, des balayeuses, des excavatrices, on a des trancheuses, donc on a de la multimarque sur tous ces engins-là, on a des poids lourds. On utilise Hibou pour nous accompagner dans la réflexion de notre stratégie d'achat. Et je dirais que ça, c'est vraiment ça qui nous aide aujourd'hui quand on va sur une nouvelle typologie de matériel. On a des données complémentaires qui vont nous aider à faire nos choix de matériel. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant, cette stratégie d'achat. En fait, ça me permet de rebondir. Souvent, ce qu'on a tendance, quand on rencontre des gens comme vous et qu'on parle des données matérielles, on a, vous l'avez vu, 6-7 cas d'usage avec lesquels on a l'habitude de traiter. Puis on en découvre, grâce à vous, des nouveaux, notamment l'optimisation de la stratégie d'achat. Vous, par exemple, Denis, cette stratégie d'achat à partir des données, c'est quelque chose chez Ekiom que vous mettez en œuvre ? C'est assez compliqué. En fait, nous, comme on est rattaché à un actionnaire qui fait un appel d'offres mondial, c'est très compliqué de déroger enfin voilà, on n'a pas réellement la main mise sur le sélection du fournisseur. Par contre, au cas par cas, si on estime que la marque choisie pour ce type d'équipement n'est pas du tout adaptée au marché français pour des raisons de consommation, c'est vrai, ça peut être ça aussi, pour des questions de service, parce que en fait, le distributeur dans notre zone n'est pas du tout aussi performant que dans un autre pays. Donc là, on peut argumenter et alors, soit on prend les données de consommation et enfin les consultations qu'on peut faire nous en direct, et Hibou également pourrait être utilisé. C'est vrai que c'est possible. C'est vraiment. Alors, c'est aider les gens à utiliser les données toujours plus pour des nouveaux cas d'usage, c'est vraiment ce qui est intéressant. Karine, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez en début de votre propos abordé. Notamment les attentes des clients dans le cadre de leur politique RSE. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est que vos clients, vos donneurs d'ordre ont des politiques RSE plus ou moins ambitieuses, plus ou moins restrictives, mais donc, du coup, ils vous challengent avec ça. Est-ce que vous, en tant que loueur, vous avez aussi des obligations à remplir vis-à-vis de la loi, ou si vous n'en avez pas encore, est-ce que vous avez entendu parler, est-ce que vous avez le sentiment que ça va venir dans les années à venir ? On n'a pas d'obligation à notre niveau pour l'instant, mais on sent que c'est quelque chose qui est en train de monter et qui va venir de la part de nos clients d'abord. Donc, c'est pour ça qu'on souhaitait être rentré dans ce schéma-là et avancer pour monter en connaissance là-dessus et être capable d'apporter les réponses au moment où ils en auront besoin. D'accord. Mais les contrats cadres qu'aujourd'hui, en revanche, les contrats cadres que vous signez avec vos clients, de plus en plus, on vous parle de suivi et de maîtrise de l'empreinte carbone dedans. Oui, disons que le fait de travailler avec Hibou nous aide à monter en termes de notre technique sur toute la partie RSE, notamment. Ok.
Mais écoutez, c'est très intéressant. Ce que je vous propose, c'est que nous passions à la partie des questions. Donc, on a eu pas mal de questions posées sur la plateforme. Donc, il est toujours possible d'en poser. Et puis, n'hésitez pas à voter. Donc, une question, tous les deux, vous avez abordé ce sujet, donc je ne sais pas lequel d'entre vous veut prendre la main. La première, il a été beaucoup question de centralisation, évidemment, hein, c'est peut-être même moi qui ai abordé le sujet en premier avant que vous le fassiez, mais cette centralisation, ce que la personne qui nous pose la question veut savoir, c'est nous avons nous aussi plusieurs marques et nos collaborateurs ne vont jamais consulter les plateformes des constructeurs. Était-ce le même cas chez Ekiom et l'agrégation les aide-t-il à mieux exploiter les données? Ah ben, c'est pour vous, Denis, du coup. Bah, la réponse, elle est simple, c'est oui et oui. Donc, oui, c'était compliqué si j'y allais pas, et puis là, ça facilite, oui. D'accord, donc il y a vraiment le fait de donner un outil qui centralise, où il est peut-être plus agréable d'accéder à la donnée, permet de mieux utiliser ces données de manière immédiate. C'est ça. D'accord. Alors, la deuxième question, une fois n'est pas coutume, nous est adressée. Effectivement, nous avons parlé des capteurs anti-collision. Quelle est la position de Hibou par rapport à ces données périphériques à la machine? Alors, c'est moi qui l'ai fait, effectivement. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'une machine émet des données, mais sur une même machine, on peut ajouter d'autres capteurs qui n'ont pas été pensés initialement par le constructeur. J'ai parlé de capteurs anti-collision, on peut aussi parler de capteurs dans les pneumatiques, par exemple, pour les surveiller. Et effectivement, nous, notre position, c'est qu'on voit la machine comme étant un actif matériel à suivre, et donc on va agréger pour une machine l'ensemble de ces données et de ces capteurs périphériques. Donc, on travaille vraiment, alors je ne sais pas si on l'a fait avec Ekiom et Bremat spécifiquement, mais on travaille avec nos clients pour augmenter la profondeur des points de données et augmenter le nombre de sources de données dont on fait l'acquisition pour une machine. On a une question aussi qui concerne le recrutement. Alors, c'est un sujet effectivement qui est d'actualité. Dans un secteur où il est difficile de recruter, pensez-vous que la mise à disposition d'outils modernes numériques favorise le recrutement et la rétention des salariés au sein du réseau Bremat? Non, je dirais pas non. Enfin, le hibou est destiné quand même principalement à l'encadrement, aux responsables de site, aux responsables d'agence. Euh, Ça apporte de la modernité, c'est sûr, d'avoir une application comme ça, mais ça va pas jouer sur le recrutement ou la rétention des salariés. Par contre, comme on disait, c'était une plateforme unique. Nous, on n'a quasiment pas eu besoin de former nos encadrants parce que effectivement, la jeune génération a hyper adhéré à la plateforme et c'est eux qui sont moteurs dans l'utilisation au quotidien de la plateforme et qui ont trouvé des nouvelles utilisations à la plateforme comme aider par rapport à la gestion du planning. Donc, ils trouvent ça sympa. Mais ça ne les fait pas rester plus pour autant. Ils sont restés quand même. Mais ce qu'on sait, c'est que ces sujets de recrutement, effectivement, dans les secteurs industriels, sont de plus en plus durs. Et enfin, il y a certaines fédérations qui mettent vraiment l'accent là-dessus et sur la modernisation du poste de travail, en fait. Une autre question qui est pour vous, Karine. Vous avez beaucoup parlé de planning, d'optimisation du planning des matériels. Est-ce que vous utilisez un outil du marché pour gérer ces plannings de vos engins? Et est-ce que vous alimentez cet outil, s'il existe, avec les données de vos matériels ou est-ce que vous envisagez de le faire? On travaille avec Visual Planning pour la gestion de planning. Aujourd'hui, on a les deux plateformes en parallèle. On va avoir Visual et Hibou à côté. Après, peut-être qu'un jour, il y aura des liens. Actuellement, on n'utilise pas de lien entre les deux. Mais pourquoi pas? Je me permets de faire un petit reminder sur la partie 1 du webinaire où on a Thierry Noriega de PFO Africa qui nous a parlé de son outil de dispatch et notamment des liens qu'il avait avec Hibou. Et je crois que c'était le même outil, je crois me rappeler. On a une autre question, toujours pour Karine, décidément. Vos clients exigent-ils dans la mise en place de vos contrats cadres la mise à disposition des données matérielles qu'ils louent? Vous avez parlé de votre note RSE, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une demande Non, aujourd'hui, on n'a pas cette demande-là de la part de nos clients. On est encore en phase d'apprentissage sur les données, donc on n'en est pas là. Et on n'a pas eu de demande de la part de nos clients. D'accord.
Donc, ces données, pour l'instant, vous vous en servez en interne au sein du réseau Brémat. On améliore la note RSE globale, du coup, on se positionne mieux vis-à-vis des concurrents, mais pour l'instant, vous ne partagez pas les données. C'est ça. OK. Alors, une question pour vous, Denis. Ça va aller en écho avec la question sur la modernisation du poste de travail, où Karine nous a dit que c'était plutôt l'encadrement qui accédait aux données des matériels. À quel type d'utilisateur donnez-vous accès à Hibou chez Ekium? Mais c'est assez simple, hein. Le chef de site aura accès à ces engins de son site, de ses sites. Après, le responsable de production aura accès aux engins de son agence. Et puis après, le périmètre du dessus, c'est plus pour les services support ou de la direction, quoi. Donc, voilà. C'est vraiment une attribution aux utilisateurs, aux opérationnels et puis un petit peu aux fonctionnels, quoi. Mais, voilà. On essaye de ne pas donner trop d'accès à trop de monde, mais vraiment ce qui est utile, quoi. Pas qui va être utilisé en tout cas. Ok, je comprends bien. Et puis, alors, ne coupez pas votre micro. J'ai encore une question qui vous concerne. Donc, Ekium, on l'a dit en introduction, et puis la plupart d'entre nous le savent, vous faites partie d'un grand groupe. Est-ce qu'il y a du coup une stratégie groupe un petit peu autour de l'acquisition et de l'utilisation des données? Est-ce que cette stratégie est partagée par l'ensemble du groupe? Et si oui, quelles sont les données qui sont collectées? Est-ce qu'on vous demande du reporting des données de votre filiale française au sein du groupe, par exemple? Alors actuellement, chaque pays suit ses données comme il le veut. Donc nous, on utilise Hibou et en fait, pour l'instant, c'est pas standardisé. Mais oui, non, clairement, il y a des travaux en interne au sein de CRH pour trouver l'outil iDouane qui permet justement de centraliser parce que c'est sûr que si nous, on a 80 engins qui sont connectés, eux, ils en ont bien plus. Donc il y a un vrai enjeu. Malheureusement, je ne suis pas au fait de ce sujet, hein, mais en tout cas, il y a une réflexion en cours pour le futur. Donc, ça, c'est pour compléter un peu, c'est souvent une question qui nous est posée, hein. S'il n'y a qu'une seule filiale, est-ce que ça vaut le coup? Nous, on pense que oui, ça vaut déjà le coup. En fait, la première machine connectée apporte déjà des informations, finalement. Après, évidemment, plus on en a, plus on peut prendre des décisions pertinentes. Mais effectivement, n'hésitez pas à vous lancer. On va peut-être prendre une ou deux dernières questions. On a parlé, c'est pour vous, Denis, vous avez parlé de 27 minutes économisées par jour d'heures non productives, enfin du coup des minutes non productives. On a bien compris que vous économisiez de la maintenance avec vos contrats full service, que vous économisiez du carburant et donc du CO2. Est-ce que ça augmente la durée de vie de la machine? Est-ce que vous savez dire d'ores et déjà, est-ce que vous avez dans vos prévisionnels une machine que vous comptiez utiliser, je ne sais pas, 10 ans, finalement, vous allez pouvoir l'utiliser 12, 13, 14 ans? Bon, on va dire que pour une machine standard, la durée de vie pour Ekium, c'est 15 000 heures. Donc en fait, les 15 000 heures, on les fait 1500 heures par an, on va dire 10 ans ou moins. Ça dépend un petit peu de la taille des sites et de l'activité, hein. Voilà, donc forcément, si elle fait beaucoup d'heures de ralenti, finalement, elle fera beaucoup plus d'heures par an, et ce qui fait qu'elle sera remplacée plus tôt en année, quoi. Elle fera toujours ses 15 000 heures, mais plus rapidement, on va dire. Donc pour nous, en fait, oui, ça va pas être tout de suite qu'on verra le retour, mais ouais, il est possible qu'on remplace nos engins sur 6 ou 7 ans au lieu de 5 ou 6 ans. C'est ça. Donc pour les budgets, ça peut être intéressant pour nous, en tout cas, au niveau investissement. Donc ça, c'est effectivement peut-être un nouveau cas d'usage où il faut travailler avec le contrôle de gestion et anticiper effectivement un étalement des budgets et donc un gain d'argent qui, même s'il est futur, peut être comptabilisé en avance et donc mesuré. Oui. Je vous propose de prendre une dernière question parce que je lui dois bien ça et puis ça s'adresse à Karine. C'est notre CFO qui est très au fait de ces questions-là. Il voudrait savoir quelles sont les exigences réglementaires en termes de reporting CO2 pour le réseau Brémat. Est-ce que vous avez, on a un petit peu abordé la question, mais est-ce que vous avez, d'une part, pour votre marque, vous mettez des exigences, et est-ce qu'il y en a que le marché vous demande, ou alors que la loi ou le règlement vous impose? Pour l'instant, on n'est pas soumis. On est
on est plus soumis à tout ce qui est réglementation liée au PME, donc on échappe à toutes ces obligations pour l'instant. D'accord. Ben, on vous souhaite de passer vite en grand groupe plutôt que la réglementation vienne vous titiller en PME. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui, que ce soit vous, Karine, vous, Denis, et puis vous-même qui composez l'audience de ce webinaire. On est pile poil à l'heure. Il y a des questions qu'on n'a pas pu traiter, notamment une question qui nous concerne, mais je vous invite vraiment à vous rapprocher soit de moi, soit de mes collègues pour les questions qui concernent Ibou. On n'hésitera pas à vous y répondre. Le prochain webinaire, je crois, sera à la rentrée. Alors, je vais lever un peu les yeux, mais effectivement, ce sera plutôt en septembre. Et donc, du coup, on va pouvoir vous souhaiter, pour ceux qui partent en vacances rapidement, de très bonnes vacances, et pour les autres, des vacances qui vont fatalement arriver en août. Et puis, on se retrouve tous très bronzés en septembre pour la prochaine édition du webinaire Ibou. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée. Merci, et puis, bonne journée. Bel été. Au revoir. Au revoir.